5 novembre 2018, 2 immeubles s'effondraient en plein cœur de Marseille en causant la mort de 8 personnes. Un an après, la situation semble figée. Bonsoir Christophe Robert. Bonsoir. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Depuis ce drame, 3500 personnes ont été délogées de leurs immeubles à Marseille. Des habitants sous le choc, comme cette jeune femme. Elle était là le jour de l'explosion, rue d'Aubagne. Écoutez-la. Ils laissent mourir nos quartiers exprès, tout s'écroule. Il y a ma copine qui est sous les décombres. Tout ça, c'est parce qu'ils laissent mourir la ville exprès. Un an après, les plaies sont toujours extrêmement douloureuses. Comment vivent ces habitants ? Pas bien, pas bien. Tous ceux qui ont vécu les effondrements ou qui ont eu peur qu'un de leur immeuble s'effondre ou le plafond s'effondre, vivent avec ces plaies-là. Des problèmes psychologiques, psychiques, des enfants qui ont peur aussi que le plafond s'effondre. Beaucoup de personnes, de familles qui sont à l'hôtel, qui sont relogées pour certaines temporairement. 400 immeubles évacués, 3500 personnes, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus qui posent problème d'immeubles dans la ville de Marseille. 40 000 globalement. Donc d'autres aussi qui se disent « mais qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Et donc un sentiment d'abandon qui est terrible, qui appelle une réaction de notre point de vue nécessaire, beaucoup plus ambitieuse que ce que nous voyons aujourd'hui et ce que nous voyons depuis un an. Comment est-ce qu'on explique qu'un an plus tard, ces milliers de personnes ne soient pas relogées ? Parce que nous sommes confrontés à 20 ans d'insuffisance de politique dans le domaine de la lutte contre l'habitat indigne à Marseille. Donc, quand on découvre, ou plutôt quand tout le monde découvre, parce qu'il y avait par exemple un rapport déjà d'un inspecteur général qui disait qu'il y avait 40 000 logements qui posaient problème dans la ville même de Marseille. Mais quand ça se dévoile, quand la panique prend, et qu'on commence à regarder tous les immeubles, et qu'on regarde, qu'on se dit mais en fait c'est pas normal ce qui se passe là, eh bien du coup il y a un effet massif, qui fait que, ben oui mais où est-ce qu'on va reloger les personnes ? Alors on prend l'hébergement d'urgence, on prend les hôtels sociaux. D'ailleurs, ça crée de la concurrence avec les personnes sans domicile. On n'est pas outillé parce qu'on n'avait pas anticipé, pas travaillé suffisamment. Et alors, depuis un an, on gère l'urgence, mais on ne travaille pas au fond du problème. Quand on vous entend, on écoute les Marseillais, on a l'impression d'une inertie totale. Aujourd'hui, il y a des chiffres que vous donnez qui sont terribles. 100 000 personnes qui vivent toujours dans des taudis. Ça veut dire quoi ? Quasiment plus d'une personne sur 10 à Marseille qui prend des risques en rentrant chez elle le soir. Comment c'est possible, ça ? Tout dépend des définitions. Quand on parle de 100 000 personnes en habitat indigne, ça ne veut pas dire que ce sont 100 000 personnes dont les immeubles risquent de s'écrouler, heureusement. L'habitat indigne, ça peut être un plafond qui peut s'écrouler, ça peut être un problème de logement qui va créer des problèmes de santé. Donc on est dans des configurations très larges, si vous voulez, quand on parle de ces 100 000. Donc il ne faut pas créer de sentiment de panique supplémentaire à celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais oui, il y a bien 100 000 personnes, en tout cas 40 000 logements, dans lesquels il y a un problème et nécessité d'une intervention de la puissance publique. Et justement, vous parlez d'inertie. La faute à qui ? Parce qu'on a du mal à s'y retrouver. C'est quoi ? C'est le maire, les régions, l'État ? Compliqué. Il faudrait qu'on y passe des heures. Il y a des compétences, des responsabilités qui sont différentes. Sur l'insalubrité, ce sont des questions de santé, c'est l'État, via l'Agence régionale de santé. Le péril, c'est la ville ou la métropole. Donc on voit qu'il y a des responsabilités qui ne sont pas de même nature. L'idée étant quand même d'essayer de simplifier tout ça pour qu'on puisse avoir une police unique, une intervention unique. Mais, vous savez, même en simplifiant, ça ne remplacera pas la nécessité d'une volonté politique forte pour intervenir et mettre des moyens financiers. Parce que derrière, il y a des questions financières. Alors justement, les questions financières, on a l'impression que le ministre du Logement ne ménage pas ses efforts. En tout cas, il s'en fait l'écho, il le tweet, ces informations, notamment sur les engagements financiers de l'État dont vous parlez. 17 millions sur la table, dit-il, un déblocage prévu de 240 millions d'euros dans les années qui viennent, ça c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien, mais c'est pas suffisant. Vraiment pas suffisant. Oui, le ministre, sans doute, ne ménage pas ses efforts. On n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Mais il y a quand même quelque chose qui, je crois, n'est pas bien saisi, ou en tout cas, quelque part, pas intégré dans la manière d'intervenir publiquement. Le ministre dit on met en place un numéro lutte contre l'habitat indigne, les gens peuvent appeler. C'est très bien. Mais le travail de signalement, de suivi de ces signalements, d'aller jusqu'au bout avec les propriétaires pour leur faire faire les travaux ou le faire à leur place et en leur faisant ensuite payer, c'est des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour intervenir en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut des gens derrière. Donc,
il ne faudrait pas croire, c'est la même chose quand le ministre nous dit j'ai dans la loi fait évoluer la manière dont on peut pénaliser les marchands de sommeil. Très bien, très bien. Mais si jamais les dossiers ne montent pas jusqu'à la justice, il n'y aura pas de pénalisation des marchands de sommeil. Donc, il ne faudrait pas sous-estimer la nécessité d'avoir des forces vives, des gens qui interviennent pour pouvoir accompagner les ménages qui sont victimes de cet habitat indigne et parfois même des marchands de sommeil. Alors justement, vous parlez des marchands de sommeil, ces logements privés qui se dégradent, alors qu'on connaît les normes drastiques en France, un savoir-faire de l'immobilier quand même extrêmement poussé. Il y a aussi des propriétaires qui ne peuvent juste pas payer, qui sont dépassés financièrement. Oui, et il y a des aides. Il y a des aides qui... On n'est pas dans le même registre. Il y a des personnes qui volontairement achètent des immeubles pourris pour les louer cher à des personnes qui n'ont pas le choix. C'est des marchands de sommeil. Il faut qu'elles soient punies. Il y a une loi qui a été mise en place pour lutter contre les marchands de sommeil. Oui, depuis longtemps. Alors, elle a été réaffinée à la demande du gouvernement et c'est très bien. Quand vous louez, c'est un contrat, vous avez une responsabilité. Votre responsabilité, c'est de proposer un logement digne de ce nom. Digne en termes de surface, digne en termes de qualité, en termes d'isolation. Bref, surtout qui ne doit pas être dangereux pour la santé. Donc c'est une responsabilité, j'allais dire un peu comme un commerçant. Toujours est-il qu'il peut y avoir des propriétaires qui, eux, n'ont pas les moyens de faire des travaux. Donc là, ils peuvent aller au-devant de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, ou d'autres interlocuteurs locaux pour se faire aider dans ces cas-là. Mais si vraiment on n'a pas les moyens d'entretenir son logement et qu'il est dangereux, on ne le met pas en location. Alors c'est quoi? C'est ces fameux permis de louer, ça je crois que ça existe, des tentatives pour essayer de cadrer aussi les logements qui sont mis sur le marché? Oui, alors l'idée du permis de louer qu'ont mis en application certaines communes, c'est de dire... Notamment Seine-Saint-Denis? Oui, notamment Seine-Saint-Denis, Roubaix, dans les Hauts-de-France. C'est quoi? C'est l'idée de dire, avant de mettre un logement en location, on va donner l'autorisation. Donc il y a une démarche, en fait, à faire, et la collectivité dit, oui, vous pouvez le louer. Il faut être juste un petit peu prudent sur cette proposition. Il faut être sûr que d'ailleurs, nous avons les moyens à la fois d'aller faire des visites sur site et d'aller les refaire régulièrement. Parce qu'autrement, imaginez, quelqu'un, on lui donne son autorisation. Et puis le logement se dégrade parce qu'il y a des infiltrations, parce qu'il n'est pas entretenu, je ne sais quoi. Et du coup, 7 ans après, ça devient un logement de mauvaise qualité. Eh bien, il faut y retourner. Donc il faut s'assurer que nous ayons les moyens, à la fois dans la première autorisation et dans le suivi. Autrement, c'est un blanc-seing pour les marchands de sommeil. Alors, il y a seulement 600 000 logements indignes en France, parce que, vous le disiez, pas que Marseille qui est concerné. C'est un chiffre qui a progressé de plus de 50% en 10 ans. Comment est-ce qu'on fait pour repérer alors ces logements? Vous parliez par exemple davantage de vérification. Est-ce qu'il y a une police de l'habitat indigne? Alors, les 600 000 logements indignes, alors il y a un rapport récent à la demande du Premier ministre qui vient de sortir qui dit que c'est entre 420 000 et 800 000. Nous, on propose d'avoir cette analyse autour de 600 000 qui était le chiffre communément admis. C'est une photographie à un instant T du parc qui pose problème, qui peut poser problème. Après, oui, il y a des polices d'intervention. Les polices, quand un logement menace de tomber, péril par exemple, on fait une interdiction de le louer, les personnes arrêtent de payer le temps qu'on trouve une solution alternative. Il y a la police aussi d'intervention via l'État, les agences régionales de santé sur la question de l'insalubrité, sur la santé, parce que le logement présente un danger pour la santé des enfants, par exemple. Donc il y a beaucoup d'intervenants, il y a des outils juridiques qui nous permettent d'agir. Maintenant, il faut s'en saisir. Et toute la question, c'est la capacité des acteurs de s'en saisir. À Marseille, il n'y avait pas l'organisation suffisante pour aller faire des visites sur site, pour accompagner les ménages dans leur démarche sociale et juridique. Juste très rapidement, parce qu'on manque de temps, est-ce qu'il y a quand même des expériences pilotes qui sont très efficaces et qu'on pourrait développer? Il y a des villes qui s'y collent, et ça marche très bien. Et puis, il y a eu des grandes initiatives. Allez, on va prendre Marseille, deuxième ville de France. La première, c'est Paris. En 2001, Paris a dit, voilà, on va s'attaquer à 1000 immeubles insalubres ou qui posent problème. Et ils se sont attaqués en 10 ans à ces 1000 immeubles. Et on a sorti de l'insalubrité, de l'indignité, 1000 immeubles qu'on a rachetés, transformés en logements sociaux ou relogé les personnes à l'intérieur. Donc on peut le développer. On peut y aller. Eh bien merci Christophe Robert d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la question de l'immigration économique. Le sujet des quotas revient sur le devant de la scène. Le gouvernement semble décidé à les instaurer pour faciliter l'emploi des travailleurs étrangers. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Bonne émission à vous.